Crise mondiale sanitaire ça, il y a un impact sur plusieurs secteurs. Le secteur économique, nous pas capable de négliger puisque l'économie lui représente que système social là. Et c'est pour ça que nous recevoir Johnny Joseph qui c'est économiste appliqué au Centre technique de planification et d'économie appliquée, CTPEA, économiste consultant au groupe Croissance et cofondateur du think tank Catch Up Haïti, lycée blogueur qui produit des dizaines de réflexions sur l'économie et la société haïtienne. C'est avec lui que nous allons gagner pour nous garder les impacts de la pandémie sur l'économie et après l'économie haïtienne et surtout donc Johnny Joseph, son plaisir pour que nous recevoir dans le modèle du matin. Nous espérons que nous allons gagner une bonne conversation. Oui, bonsoir et je tiens à saluer les auditeurs, les auditrices qui sont branchés et tous les membres du panel. Nous pensons que nous avons une bonne conversation dans le moment de crise sanitaire. Ça, effectivement, l'économie, c'est une structure qui est très touchée. Nous pensons que ces échanges ça a fait nous voir plus clair qui a passé dans l'économie, dans la finance publique. Donc, exactement, commerce fermé, événements annulés, alors gon affolement, gagné tout aspect dans l'économie qui a filtré pratiquement. Donc au niveau mondial, c'est ça, nous fait diagnostic là. Maintenant, après diagnostic là, faut nous garder qui remède qui est capable bon parce que quand même il faut penser à l'après de cette pandémie. J'ai pas bien entendu. Alors oui, vous avez bien entendu la question. Vous prenez une question, Marcus? Oui, et nous en fait, nous avons un mandat d'abord une analyse de situation économique là au niveau mondial, bien avant que nous gardions impact coronavirus là sur l'économie haïtienne là. Avec événements annulés, commerce qui fermé, circulation pas qu'à faire, donc échange qui pas qu'à faire, nous connaissons ça échange représenté dans l'économie. Donc c'est ça, nous fait diagnostic là, mais ou même qui analyse que vous faites là. Oui, bon, alors, il faut nous connaître que l'économie comme structure est très liée avec la santé. Donc, il y a plusieurs théories dans l'économie qui montrent ça, qu'on n'est pas capable de gagner une économie qui en marche, et sans que, ou pas bonne santé qui en marche. D'ailleurs, l'économie capitaliste, elle-même, c'est, on est capable de dire, une économie qui est dynamique. Donc, étant une économie dynamique, ça fait appel au nomadisme des gens. C'est-à-dire, il faut que les gens puissent se déplacer. Et on connaît que dans la situation COVID-19 là, il y a un comportement qui est conforme pour que, ou contraindre, ou lutter contre la propagation du virus. Ça, c'est le fait de rester chez soi, de se confiner. Donc, il y a plusieurs activités, particulièrement les activités liées au nomadisme des gens, par exemple, les transports, les restaurants, les événements sportifs, et tout, une vie économique culturelle là, toute part culturelle dans l'économie mondiale là, est extrêmement affectée. Et nous, en général, nous travaillons techniquement, ça que COVID-19 a fait sur l'économie mondiale là, c'est que ça attaque deux piliers économiques qui gagnent jusqu'à actuellement, c'est l'économie chinoise et l'économie américaine. La Chine est sur le point de la reprise, mais quand même, reprise chinoise, étant donné que c'est l'économie chinoise, étant donné que c'est une économie qui est tournée vers les exportations. Donc, c'est pas une économie capable de compter sous la consommation interne, parce que le Chinois moyen n'a pas encore les moyens pour consommer. C'est-à-dire, ce que la Chine produit, c'est pour aller vers l'extérieur. Donc, une statistique qui est importante sur ça, c'est que 35% de produits intérieurs bruts chinois, il a atterri aux États-Unis. C'est-à-dire, ce sont les Américains qui consomment. Et tu as aussi d'autres pays comme le Japon, comme les autres partenaires, comme la Russie, qui, malgré la Chine, lui-même, est sur le point de la reprise, ces pays-là sont restés confinés et que la demande au niveau, dans la partie occidentale, la demande aussi dans les autres pays asiatiques et dans les pays d'Amérique du Sud, cette demande-là est attaquée par la crise du Covid-19. Mais c'est pas seulement au niveau de la demande, tu as aussi des attaques qui se font au niveau de l'offre, c'est-à-dire les entreprises ne peuvent pas produire, que ce soit les entreprises américaines actuellement là, ou bien les entreprises chinoises, elles ne peuvent pas produire, et donc tu as cette contraction là qui se fait
au niveau de la demande, au niveau de l'offre, et que le FMI et l'OCDE qui sont des institutions responsables pour qui ça qui gagne comme outlook, qui ça qui gagne comme prévision Oui. en termes de performance dans l'économie. L'économie mondiale là, il y a prévu qu'il y aura une contraction de 0,9%. Donc on connaît que avant décembre, et bon, pendant décembre même, les prévisions du FMI, c'était de 3%. La croissance mondiale devrait atteindre 3%. Mais avec la crise, c'est contraction, c'est moins 0,9%. Et c'est dans des situations, des scénarios, qui bon. C'est-à-dire que la crise dure 3-4 mois. Johnny, Johnny, parlant de contraction, et nous, alors, ce dont on a peur, essentiellement, c'est la récession. On dirait que si on bat à Cap là, c'est déjà fait face avec ça. Une décroissance, une chute du PIB et au niveau mondial. Une chute du PIB, c'est cette situation-là que nous connaissons avec la crise sanitaire. Au niveau mondial. Bien sûr. Donc, parce que j'aime dire l'offre et la demande, par exemple, si tu prends un marché comme le marché du pétrole, tu vas voir que les prix du pétrole sont à la baisse. Maintenant, c'est à $28, c'est à $60. Il a baissé de plus de 80%. Et parce que pourquoi, bon, là, alors même que dans le pétrole là, pas gagner vraiment une contraction au niveau de l'offre, gagner même une offre supplémentaire qui est supérieur par rapport avec des situations avant, mais étant donné que pas de transport, étant donné que bon paquet d'autres activités qui pas marcher, donc la demande de pétrole, peu importe que le prix à bas, que le prix à zéro, même si le prix à $28, mais la demande de pétrole là maintenant, les gens ne vont pas consommer, et puis étant donné que ça sont des bagages qui basiques dans l'économie, dès que la demande va augmenter, demande d'évoluer inversement par rapport avec l'IA. Si la demande augmente, tu vas avoir une baisse au niveau du prix. C'est ça qui explique la baisse du pétrole là. Mais, ça pas vraiment un impact sur la consommation. Nous n'avons pas vraiment plus de consommation de pétrole, même pour tout l'autre service. Quasiment un tiers de l'économie mondiale est paralysée actuellement. Ouais. Et plus de 20 millions d'emplois menacés selon OIT, Organisation internationale du travail. Donc la question de l'emploi aussi, là, elle prend un gros coup. Oui, ça prend un gros coup, et particulièrement dans les économies dans l'Union européenne. Et il y a des pays comme l'Espagne qui est obligé d'interdire toute possibilité de licenciement, mais nous connaissons c'est avec le concours de la banque espagnole, c'est-à-dire que l'État monétise, l'État fait des prêts au PNB, mais c'est toujours très difficile. Par exemple, si tu prends une économie comme les États-Unis, c'est gagné avant crise là en situation de chômage quasi frictionnel. Là, nous parlons de chômage frictionnel, c'est seulement quand comme c'est pas un chômage du tout, mais seulement l'on aller avec le travail là et puis décider pas d'avoir encore le temps que nous jouons notre travail, il y a au chômage. Donc c'est pas vraiment un problème. Mais avec ça, c'est moi qu'il y a des institutions, des fintechs aux États-Unis qui estiment que le taux de chômage est à 7 ou 10%. Donc on fait le monde appel du travail, j'en dis, l'OIT, Organisation internationale du travail, fait estimation de 20 millions d'emplois qui a perdu dans le monde là. Donc, c'est pas faute entreprise parce que, étant donné que pas de demande, il n'y a pas de capacité, et services, pas de capacité linéaire, donc l'entreprise n'a pas qu'à continuer à produire. Donc, il faut procéder au licenciement, c'est une logique économique, mais quand même, avec le concours de l'État, des autorités gouvernementales, nous connaissons que ça capable plus ou moins atteindre parce que l'État, même si nous allons en Haïti tout, à l'État préféré en Haïti, venir en aide avec l'industrie, venir en aide avec PRBO pour qu'ils soient capables de toujours continuer à payer et puis lorsque la reprise après le Covid-19 pour que la reprise soit plus facile.
Donc l'économie qui pratiquement sorti là de sa plus mauvaise année et de sa pire année, depuis le tremblement de terre là nous pas gagné une telle croissance selon FMI qui était souligné. Maintenant déjà par rapport à ça nous supposons agrandir peu nous par rapport à ça qui va venir là. Oui, l'économie haïtienne, faut que nous rappelions bien, moi-même, toujours dit ça, c'est que même après la crise, nous n'avons pas parlé de relance. L'économie haïtienne n'a jamais été lancée. Parce que nous sommes dans une conjoncture très mauvaise, même hors Covid-19, Oui. même si vous pouvez dire pas gagner Covid-19, même si pas touché Haïti ou bien si pas touché le monde, et l'économie haïtienne était toujours en situation de contraction. Et dernière performance nous fait au niveau de croissance PIB, c'est une performance contractive, et où gagner, c'est moins 1,2%. C'est moins 1,2% que PIB là, il était évolué. Et les prévisions du FMI, comme tu as dit, c'était moins 0,4%. Et ces prévisions ont été faites en décembre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de scénario Covid là. Comprenez? Donc, c'était toujours une économie en situation de contraction. Et j'en dis et nous connaissons ça qui explique ça, ce sont les crises sociopolitiques, situation de lockdown et situation de paquet de bagages qui expliquent ça. Donc non seulement situation de lockdown, non, mais et paradigme de politique monétaire, paradigme de politique économique en général, il n'y a pas bien défini en Haïti et que ça fait toujours un sentier de mauvaise conjoncture et un sentier de non-prospérité. Alors, si nous prenons en termes de secteur, nous déjà connaissons que le secteur primaire là, nous pas mettre en focus sur lui, et secteur secondaire là, nous pas besoin de parler, puisque nous pas jamais gain industrie vraiment pour nous faire transformation. Bon, là encore, nous t'es misé sur tertiaire là avec le tourisme, et voilà que Covid-19 entré, pas qu'à gain tourisme, et si pas gain tourisme, on gros manque à gagner dans l'économie. Mais qu'on a là, qui gens capable au moins, et qu'un si nous pas gain tout ça. Bon, alors, comme je te dis, alors, étant donné que la crise sanitaire c'est externe à l'économie, il y a des bagages qui vont toujours affecter. Maintenant, il y a cette manière d'amortir tout ça. Et parce que, comment amortir ça, c'est non seulement de la gestion et sanitaire, c'est-à-dire le fait que vous pas quitter, pour pas agir. Comprendre les gens, on pays pour faire, les gens d'autres pays pour les Corée du Sud, Taïwan et Vietnam, qui sont les quatre principaux gagnants de cette crise-là, les quatre principaux acteurs de cette crise-là, mais on va toujours en quelque sorte affecté, puisque l'économie c'est un jeu à somme positive, tu as besoin, pas qu'à évoluer seulement ou même. Si mais par exemple, pour Haïti, le fait que les États-Unis sont affectés, le fait que la République dominicaine est affectée, Haïti directement affecté parce que c'est des dynamiques de transaction avec le pays. Ça, là, tu parles du tourisme, et comme j'aime dire depuis au début, c'est que l'activité économique est liée au nomadisme. Et le tourisme, par excellence, lié au nomadisme, c'est le fait de se déplacer. Maintenant, avec cette situation de confinement, on pas gagner et casse, on pas gagner déplacement, il n'y a pas plus de vol. Il y a quasiment, d'ailleurs, c'est des frontières fermées, il y a pour que étrangers, surtout les étrangers qui sont dans l'Union européenne ou bien aux États-Unis, viennent dans le territoire, la Caraïbe, particulièrement la Barbade, qui a fait un beau travail. Et sous question ça, Bahamas, Chita, sous question et tourisme, qui est obligé de prendre des mesures parce que c'est une question de vie ou de mort. Donc en Haïti, c'est même quand nous parlons un touriste, parce que en Haïti, nous parlons vraiment un touriste qui a pris l'âge. Et ça qui intrigue de vivre vraiment en Haïti, c'est la diaspora et c'est en quelque sorte, c'est les exportations, mais particulièrement les textiles. Le tourisme, c'est particulièrement les touristes croisières, qui fait près de 30 millions de dollars par année en Haïti, mais c'est pas, ça, nous attendons à ce que chiffre ça les multipliés. Mais, c'est pas le fait que le tourisme soit attaqué, c'est pas que l'économie haïtienne va vraiment s'attaquer.
Donc, là, on montre que gon chute au niveau de l'entrée des devises. Et gagner capitaux privés autour, qui pas là. Et commerce et agriculture. Donc, c'est une économie pratiquement morte. Ça, nous besoin qu'on ait, c'est comment rendre viable, plus ou moins. Et comment espérer, et de bonnes choses après Covid-19 là, même si, ça qu'il a, mais contexte n'a pas prêté à ça. Oui. Il y a au point de vue parce que comment on dit qu'on a tiré devises, comment on dit qu'on a tiré l'argent particulièrement dollars, c'était quasiment, c'était trois canaux, trois canaux. Un, tu as le canal des exportations, donc tu as le canal de la diaspora, c'est 3,2 milliards de dollars, 2,2 milliards de dollars, et que diaspora des qu'on voyait. C'est ça qui te permet que ou pas, nous ne pas l'étaler de contraction, mais pas de dépression. C'est ça qui te permet que ou pas entrer dans une dépression économique en Haïti. Mais si c'est pour les activités internes, c'était tout un tableau économique tout à fait dépressif. Le deuxième canal là, c'est les exportations, particulièrement dans les textiles, qui représentent 90% des exportations totales, avec l'apport de la loi Rhodes et la loi Hemp dans les textiles, ou des États-Unis pour faciliter à Haïti exporter une série de produits ça qui qu'on fait sans tarif et avec tarif nul. Et tu as aussi le tourisme que nous parlons là tout à l'heure, avec ça quasiment tout ça va l'affecter. Un diaspora à l'étranger pas avoir le même problème parce que nous avons des spectacles américains même qui font études tout ça où il y a près de 4,9% de diaspora de expédients haïtiens aux États-Unis qui vont perdre leur emploi et pas dans 4,9% ça 90% n'a pas boué comme du tout. Et tout diaspora dans l'ensemble nous attendons à ce que pas voir même gens. Donc nous te comme citation man de 3,2 milliards de dollars de diaspora, ça va peut-être autour de 2,5 milliards de dollars. Et pour gagner tout, j'ai dit dans l'exploitation, le fait que l'entreprise, l'industrie, ça, non seulement, maintenant, il n'y a pas qu'à offrir même, parce que il y qu'on alimente, il y qu'on approvisionné en République Dominicaine, il y qu'on approvisionné en Chine, ça qui fait qu'il n'y a pas qu'à approvisionner toujours. Donc, directeur et numéro 1 et secteur industriel en Haïti, je fascine des barons interview sur ça, le fait que des plusieurs entreprises qui ne sont pas approvisionner. Et puis, tu as aussi le tourisme pour un étudiant qui pas vraiment marché. Donc, je pense que ça, en gros, tout ça va affecter l'économie haïtienne, mais j'aime bien la réponse doit être d'abord sanitaire, et puis tu as des réponses économiques, mais les réponses économiques, c'est généralement comme ça, nous, tout l'État fait, tout pays a fait, à partir des dépenses publiques, mais en Haïti, les dépenses publiques déjà ont été dans une situation de déficit budgétaire qui était justement avec des budgets qui reconduit et là encore un cadre budgétaire qui n'est pas forcément adapté à la nouvelle réalité ça. Oui, qui pas jamais parce que le budget, nous avons un budget depuis 2017-2018 rectificatif, qui pas jamais un budget, nous faisons deux derniers exercices là, c'est-à-dire nous faisons 2018-2019 et 2019-2020, nous pas jamais des budgets de loi de finances qui prend en compte les situations que nous avons là, situation c'est qui ça, situation c'est pression inflationniste, situation c'est décompte de la goutte, situation c'est crise alimentaire, c'est tout ça, on n'a pas un budget qui vraiment prend en compte de bagages ça. Johnny, si permettez-moi, est-ce que ça veut dire que l'État agit seul et sans tenir compte de l'existence des acteurs économiques, l'autre acteur parce que là, s'il fait budget, c'est comme ça passe, c'est comme si l'acteur économique yo dehors. Oui, bon, en Haïti en général, c'est ça, c'est notre histoire paysan, parce que pas un écosystème, il n'y a jamais d'écosystème. C'est pas seulement l'État qui agit seul, mais tu as aussi les entreprises qui agissent seules, tu as les minorités de pas gagner en alchimie entre les acteurs. Et si nous étions dans une situation, l'État en lui-même, l'État, c'est avant prison, la situation de l'État, c'était 23 milliards, c'était 23, alors c'est comme si on prend trois derniers exercices fiscaux, ou bien si on prend deux derniers exercices fiscaux, plus premier trimestre exercice fiscal, ça que nous y a là directement, pour des grandes situations de déficit budgétaire en 2017-2018 qui est 26 milliards de gouttes, pour gagner en 2018-2019 qui est sans loi de finances qui est 53 milliards de gouttes, en se référant avec la comptabilité de la BH,
puisque la comptabilité du ministère de l'économie et des finances on l'autre chiffre. Et puis tu as dans le premier trimestre de cet exercice fiscal-là dans lequel nous sommes, c'est-à-dire 2019-2020, en situation de déficit budgétaire de 23 milliards de gouttes qui est alimenté par une monétisation, c'est-à-dire des COP BRH by lui-même de 15,3 milliards de gouttes. Donc, on a l'État qui a pas agi, qui pas tenu compte vraiment de indicateurs économiques qui a dépensé, qui passe sans impact, et pour faire ça, en quelque sorte, nous avons un ricochet que déficit public là, alimenter l'inflation, alimenter oui. Johnny, rapidement, l'autre point. C'est bon, un grain de sable dans la botte de l'État. Ce sont les arriérés, et les compagnies alors d'énergie, employés publics. On a regardé ça qui a passé dans l'hôpital. Et ça, là encore, l'État est pour faire face avec lui, qui sont véritables problèmes. Oui. L'État c'est plusieurs milliards de gouttes d'arriérés. L'État gagne un paquet de problèmes d'arriérés de salaire. Nous connaissons pas qui existe dans l'administration publique depuis longtemps. Puis nous venons avec une situation de crise sanitaire, ça cause que l'État il promet que l'État est obligé de payer. Il parle non seulement payer 90 000 fonctionnaires publics, mais payer tout salaire de 60 000 ouvriers qui licencient dans cette industriel-là, intervenir pour aide alimentaire sèche, une ration d'aide alimentaire sèche à 1 million de ménages. Et l'État a un paquet de promesses, qui notre ami Thomas Lali m'a estimé à un coût de 37,7 milliards de gouttes, ça qui est quasiment impossible à partir des recettes internes. Mais faut que nous connaissions tout, il y a les concours de l'international, des institutions comme la BID, des institutions comme l'Union européenne, comme la Banque mondiale qui a fait de 20 millions de dollars et qui permet que l'État, en situation d'urgence, vienne des fonds quand même pour que lui honorer quelques promesses et mettre une à l'ordre, que ce soit dans son palais et dans la question de salaire, ou bien parce que dans la situation d'urgence, c'est des affectations qui sont faites. Des affectations qui sont faites, pas obligé spécifiquement ça que combattre obligé de faire, c'est pour le faire, mais moyennant on peut poursuivre procédure avec CNMT, poursuivre procédure avec Cour des comptes pour des affectations qui sont faites et puis pour financer une situation qui situation urgente. Alors, le mot à la mode, c'est confinement et qui empêche la libre circulation des marchandises, des personnes. Donc, le tourisme qui nous compte ça représenter au niveau mondial en termes d'apport économique. Nous pas qu'à faire peut-être même genre avec un pilote pays là-bas. Est-ce que vous réfléchissez sur un confinement en haïtienne? Un confinement. Sociologiquement, c'est le confinement, il pas d'application en Haïti, moi, mal, tenant compte non seulement de l'aspect démographique pays, et tenant compte tout de structure économique pays, parce que tu as une économie qui est à 70% informelle, donc c'est le problème là, tu as plusieurs majorités de population qui sont obligées, mais vraiment obligées, qui dans la rue chaque jour pour qu'elle a gagné million. C'est pas la même réalité en France, par exemple, ou aux États-Unis, quand on gagne des ménages qui sont capables de faire 3 mois, comprendre sans qu'il n'y ait pas de travail, et qui captent toujours super la besoin, et que l'État lui-même trouve bien assez de capacités maintenant. Et confinement en Haïti, je pense que de toute manière, il faut parler de ça, il faut dire aux gens de rester chez eux. Mais nous devons réfléchir bien l'état de faire preuve de leadership. Ça, nous avons écrit ça sur Catch-up. Moi-même, dans le texte que j'ai écrit personnellement, c'est question nudge, comment l'État est capable de courir en théorie de nudge théorie, pour que inciter les gens à rester la caillou, ou bien pour que les gens pas prendre la rue, là, on n'a pas de besoin. Nous connaissons que Haïtiens, si nous parlons de l'homme nomadiste, mais Haïtiens, il y a encore plus nomadiste, mais Haïtiens pas la caillou. Donc, il y a des incitations, il y a des mesures incitatives, il y a des mesures tout répressives que l'État peut faire
quand même pour faire minorité la Cali, mais il faut toujours rester faut pas copier ça l'étranger fait, parce que nous pas gagner même base, nous pas gagner même réalité et économique, sociologique avec eux, démographique tout avec. Donc, faut me tourner sur ça, et qu'on a l'économie le plus important là dedans. Bon, c'est gain production distribution, mais gain échange tout qui est beaucoup plus important j'en dire. Mais si pas qu'à gain échange là pour permettre que l'économie était viable, mais qui ça pour nous faire pour nous moins respirer? Bon, c'est que la crise étant, on va toujours attaquer par des acteurs, n'importe que soit fait, on va toujours attaquer par des soit pas là extrêmement important. Et je pense que en général, nous avons ça même comme base pour nous expliquer tout ça même qu'a passé et dans l'économie mondiale, dans l'économie haïtienne en général, parce que ça, généralement, nous les PIB, produit intérieur brut, nous sommes capables de tout, et ça, c'est Douglas North, fonds économiste américain qui dit, nous sommes capables de tout le PIB, transaction intérieure brute, c'est le fait d'échanger, pas seulement, parce que l'économie capitaliste, même la base, l'idée, la souche économique, c'est pas la production, c'est l'échange. Maintenant, quand tu as une situation où l'échange, où les transactions sont bloquées, c'est catastrophique. Et en Haïti, quand même que nous pouvons arriver dans une situation, ça côté que, parce qu'en Haïti, toujours, beaucoup de choses fonctionnent, tu as le transport qui fonctionne, même, tu as des restaurants qui fonctionnent, même que c'est pas même déjà avant, mais quand même, on a des situations de transactions, il y a des transactions pas vraiment affectées, comme on peut voir ça aux États-Unis ou en Italie, par exemple. Mais, et tu auras toujours une situation de contraction une situation de contraction plus forte qu'une situation de Covid. Parce qu'il faut que nous rappelions tout que le ministère de l'économie et des finances fait brûler prévision. Tu as, j'aime te dire tout à l'heure, le FMI prévoit une contraction pour exercice fiscal actuel de moins 0,4%, mais maintenant c'est à moins 2,7% que le ministère là estimé contraction. Et c'est dans le scénario où le Covid-19 ou la crise sanitaire durait seulement un trimestre, c'est-à-dire 3 mois. Oui. Si vous avez une crise sanitaire qui dure 6 mois, 9 mois, nous pouvons nous attendre au pire pour l'économie haïtienne. Et donc, en tant qu'économie, c'est ma vie m'a ça pas connais non mais qui ont économie mondiale là certainement les gains rapport avec pas nous mais comment penser que nous ca survivre et par rapport à ça gain là nous connaissons déjà que nous dépendons comment nous ca survivre par rapport à ça gain là parce que tant que comment nous survivre par rapport avec coronavirus là nous connaissons que l'autre bois alors l'économie mondiale là il y a un problème mais si nous pas joindre l'argent par exemple pour alimenter l'économie qui beaucoup nous cal chercher comme pour nous alimenter pas nous là en attendant que nous et dans cadre dépendance que nous gagnons avec l'autre nous pas mourir trop par rapport avec ça qu'a fait là. Bon maintenant c'est une question de leadership et d'abord il y a ce qu'on appelle les réserves obligatoires que y a toujours que l'institution internationale et particulièrement FMI toujours fait tout pays c'est lorsqu'on a côté que l'économie mondiale là il pas fonctionne pas une transaction pays au Barabaï il faut pour même on gagne assez de ressources là pour gérer 3 mois comprendre donc pour moment on gérer 3 mois sans qu'on pas de recours à l'international donc ça c'est son premier piste maintenant qui nous pense que les réserves obligatoires en Haïti en 3 à 4 milliards de dollars. Et bon, c'est quand même, je veux dire, un recours au financement monétaire, quand même, nous sommes capables toujours bien ça. Internement, nous sommes capables toujours de recours à Banque centrale haïtienne qui a monétisé, mais même qui a des banques économiques pour venir en aide à l'économie réelle là. Maintenant, tu as aussi les ONG, il ne faut pas oublier ça, qui quand même en Haïti, qui a aide, et tu as d'autres institutions comme les organisations internationales comme la Bible, qui font des applications de 50 millions de dollars, qui baillent l'État. Tu as la Banque mondiale qui baille 20 millions de dollars. Tu as l'Union européenne qui fait, même quand l'Union européenne dans une situation de crise, exemple, il promet alors, on a publié depuis 42 millions de dollars. Donc tout ça, c'est des revenus potentiels et que l'État est capable de compter sur eux pour l'y intervenir. Mais
Haïti, qui c'est la République dominicaine et les États-Unis sont extrêmement affectés et j'aime dire peu importe, l'économie haïtienne va être affectée puisque c'est une économie qui est basée sur l'importation et où le soit prend balance alimentaire, c'est nous écrit comme ça, balance alimentaire en Haïti totalement déficitaire pour nous. Nous acheter dans mes deux pays, ça particulièrement tout ça, nous gagnons, nous besoin pour nous consommer, même question de bail. Quel que soit le bail, nous sommes capables de faire de manière exotique. C'est-à-dire, nous consommons ces bagages dans notre pays. Oui. Vous comprenez? Mais nous faisons pour des besoins alimentaires, pour nous-mêmes, urgence alimentaire. Qui le fait que le pays soit affecté, c'est le fait que off pays, ça, il n'est pas au même degré. Entreprise pays sont pas produit encore, il y a un qui est fermé, il y a toujours une économie haïtienne qui est extrêmement affectée, mais j'aime bien le leadership oblige que l'État est capable de faire un genre pour y aborder, non seulement à partir de concours de la Banque centrale, et tout de concours de ses partenaires et internationaux. Alors, en question que nous allons répondre brièvement pour nous finir, et est-ce que dans le contexte ça, c'est pas idéal pour nous commencer à penser à un dialogue pour une redéfinition de l'économie nationale, peut-être pour un autre modèle? Oui, tout à fait. Et que crise là, parce que crise sanitaire, non seulement c'est une crise de la mondialisation, c'est une crise de la valeur, il y a des signaux importants sur le paradigme que l'économie mondiale n'a pas. C'est des paradigmes depuis après l'année 1982, depuis après les chocs pétroliers, c'était des paradigmes libéraux. Et le marché est capable de ouvrir, l'État n'a pas besoin de réguler. Donc, tu as la crise sanitaire envoyé des signaux et tout paradigme économique mondial là. Mais il n'est pas sans dire pour l'économie haïtienne. Parce que moi-même, personnellement, j'ai écrit un texte qui va être publié dans un magazine à Carrefour et Carrefour News. Et côté que moi dit que la conjoncture économique et la crise sanitaire interpellent nos autorités gouvernementales à définir un protocole de prospérité. Il faut avoir un nouveau protocole de prospérité parce que nous ne pouvons pas continuer dans cette situation. Vous comprenez? Parce que là, j'aime bien, c'est que l'économie haïtienne, c'est une économie qui se passe à l'extérieur d'Haïti.